Atlanta 2003. Un énorme panneau publicitaire affiche ceci: The world is BMF. Une référence directe à Scarface, The world is yours. Mais ici, le message est clair. Le monde appartient à Big Meech. Alors ce panneau survient quelques semaines après la mort de Wolf, le garde du corps et ami proche de Puff Daddy. Il a été tué suite à une altercation avec Big Meech à la sortie d'une boîte de nuit d'Atlanta. Pour beaucoup, cette affiche n'est pas une coïncidence. Certains affirment que Big Meech a voulu envoyer un message à la ville. Enfin, devrais-je dire au monde. Et voici ce qu'il a voulu dire. Je suis intouchable, je suis au-dessus des lois. Mais en réalité, c'est qu'une partie de la vérité. Quand on regarde le panneau plus attentivement, on voit pas seulement BMF, on voit BMF Entertainment. Parce qu'au moment où l'organisation était à son apogée, Big Meech voulait conquérir un nouveau territoire, la musique. Et c'est à ce moment-là que le monde du crime et celui du rap vont se croiser comme jamais. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et bienvenue dans un nouvel épisode d'Affiliate. Alors aujourd'hui on va se plonger dans l'histoire de Big Meech et celui de la Black Mafia Family, l'empire qui a influencé grandement le rap game au début des années 2000, en particulier Atlanta. Il y a pas mal de choses à dire dessus. Alors il y a quelques années je vous avais fait une vidéo très similaire à celle-ci, mais je l'ai mise à jour, il y avait pas mal d'informations qui manquaient dans cette première vidéo et je tenais à en refaire une beaucoup plus complète et beaucoup plus intéressante. Donc si tu aimes ce genre de vidéo, tu likes, tu commentes et tu partages un maximum. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Au début des années 2000, Big Meech, de son vrai nom Demetrius Flannery, est littéralement sur le toit du monde. Avec son frère Southwest T, il dirige BMF, Black Mafia Family. Cette organisation tentaculaire est bien plus qu'un simple gang. BMF opérait comme une véritable multinationale de la C. L'influence et le réseau s'étendaient à l'échelle nationale qui reliait Los Angeles, Miami, Détroit, Atlanta pour quartier général et plusieurs autres grandes villes américaines. C'est à travers cette structure sophistiquée qu'il gérait des centaines de millions de dollars et qu'il gérait cette logistique impeccable. C'était le sommet du trafic américain. Il faut savoir qu'à cette époque-là, BMF étaient les trafiquants qui faisaient le plus d'argent aux États-Unis. Ils étaient un petit peu comme les middlemen entre l'Amérique du Sud et les US. Une structure qui ne pourrait plus exister aujourd'hui étant donné que les gangs d'Amérique du Sud sont directement implantés aux US. Enfin, ça c'est d'après mes sources, je ne suis pas un grand connaisseur. Mais tout ce que tu dois retenir, c'est que c'était une dinguerie BMF dans ces années-là. Alors comme tu le sais, son succès était loin de passer inaperçu. Si vous vous rappelez de mon ancienne vidéo, le modus operandi de Meech était l'opulence à l'extrême. Les fêtes extravagantes de Big Meech étaient légendaires. Il n'achetait pas de table en club, il achetait des sections. Cet événement était célèbre pour la quantité de liasses de billets de banque qui flottaient dans l'air. In a club with those guys, especially when Meech is out, oh man, anything goes, man. Like Magic City and all that, that was their spot. Like when it was time for it to close, regular customers gotta leave. Only BMF can stay in there because you think they're only gonna close the club if these guys throwing hundreds of thousands all night? Why would they close the club? Les voitures de luxe, les parures en diamant, l'argent liquide exhibé sans aucune retenue, Meech vivait une vie qui défiait toutes les lois de la discrétion. Alors d'après mes sources, ça aurait été Meech et par extension BMF qui aurait été à l'origine de la mode de faire make it rain en club, c'est-à-dire jeter des billets comme ça. Ce serait apparemment Meech et ses gars qui auraient initié cette mode. Et depuis, comme tu le sais, elle a conquis tout le rap et globalement toute la culture d'Atlanta et des strip clubs des États-Unis. Après tout, à quoi bon être le plus grand trafiquant de drogue des États-Unis si personne ne le sait? Parmi les anecdotes les plus folles, BMF avait dépensé jusqu'à 100 000 $ en une seule soirée. Ça aurait eu lieu lors de la soirée ATL versus New York. Une dinguerie. D'après les personnes qui étaient à cette soirée, il y avait tellement de billets au sol qu'on aurait cru qu'on marchait sur des matelas. Des matelas, mon gars. Non, tu t'imagines l'argent au sol. Mais si t'es au Chôme-Du, au RSA, t'es dans le club, t'es là, mais tu ramasses une petite liasse là, tu la mets dans ta chaussette, là, t'es bien pour le mois, gros. Tu peux te mettre bien. Il y a eu aussi ce voyage à Cancun où il a pris tout un avion, pas privé, hein, vraiment un avion Aéro-Mexico, d'après ce qui a été dit, pour emmener tout Atlanta au Mexique. It's like the shit had Aero Mexico on the side of it. It was like he just bought all the planes out. Meech had everything set up. Everything was set up for us to party.
Damn, nah, man. Give me one of these, man. Big dog, what's up, baby? Hey, just chillin' like a building in Mexico, man. You know how we do it, big. Il avait rebaptisé l'avion Soul Plane. Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, il fait référence au film qui est sorti à peu près dans cette période-là, dans lequel Kevin Hart joue le rôle principal. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et en fait, comme il était vraiment dans la culture et qu'il avait de l'argent, bah, il pouvait recréer ce qu'il voyait dans les films, dans la vraie vie. Et c'est ça la dinguerie. Alors, dans ce Soul Plane et globalement dans ce voyage, il y avait des rappeurs hyper connus de l'époque, notamment Lil Scrappy, Ying Yang Twins, Bone Crusher, Lil Jon quand il était à son prime, Megan Good et bien d'autres. Mitch avait tout mis en place pour qu'il passe un séjour de folie. Il y avait les villas, la boisson et bien sûr les soirées. Tous les soirs du voyage, ils allaient dans le même club pour make it rain. Punaise, le directeur de la boîte a dû manger Gucci. Alors, petite dernière anecdote. Il avait organisé une soirée, Mitch, seigneur de la jungle. Pour fêter ses 36 ans, Demetrius loue des animaux de la jungle et fait placarder en lettres lumineuses Mitch. Le tout dans la boîte la plus prestigieuse d'Atlanta. Mitch faisait la fête avec les rappeurs, ça c'est indéniable. Il était fan de la culture, clairement. Par contre, il n'hésitait pas à leur mettre un coup de pression si c'était nécessaire. Et Cameron et le Dipset l'ont appris à leurs dépens. Alors, l'anecdote a fait un petit peu de bruit, je vous la raconte ici. On est en 2004, c'est le Memorial Weekend. Et Dipset est à son prime, viennent de sortir Diplomatic Immunity, Cameron est on fire, Joel Santana, Jim Jones, bref, vous connaissez mon amour pour les artistes, 2003-2004, c'est vraiment leur année. Et donc à cette occasion-là, ils sont à Atlanta. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Alors si, il y avait Internet, mais c'était pas aussi développé. C'est-à-dire que tu arrives dans une ville, tu ne sais pas qui est qui. Et BMF, à ce moment-là, c'était quelque chose de relativement local, ou du moins, c'était quelque chose qui était connu des trafiquants. Et pour ce qui est de Dipset, ils savaient pas du tout ce que c'était BMF. Et donc ils étaient en club, et en fait, Jim Jones, l'un des membres du Dipset, a reçu de l'alcool sur la tête. Et en fait, c'était des mecs juste au-dessus qui ont pris une bouteille, qui ont secoué la bouteille et qui ont fait gicler la bouteille, pause, un petit peu partout, et c'est tombé sur Jim Jones. Et Jim Jones, si vous le connaissez un petit peu, c'est un nerveux. Du coup, il est monté pour essayer de comprendre ce qui se passe et tout ça. Lui, Cameron était resté au fond. Il leur a dit, mais les gars, restez pas là, rentrez plus avec moi au fond et vous allez pas recevoir de liquide. Pause. Mais c'était déjà trop tard. Jim Jones voulait aller régler ses comptes. Il se trouve qu'il allait les voir. Il les a un petit peu embrouillés, chamaillés. Et l'un des gars que Jim Jones est allé voir s'est fait un petit peu couper. À partir de là, it's on, comme ils le disent, mais on va dire que cette soirée s'est terminée plutôt comme ça. Le lendemain, Cameron est allé performer sur scène. Et voici ce qu'il raconte. So I'm doing my show. It's cool. Fat Joe is on stage with us. And I see these niggas with these shit that say Black Mafia. They holding up shirts. They holding up towels. They holding up all this other shit. But in my brain, I'm like, oh, these some fans. I'm not, because I don't know who BMF is. I'm not even making a correlation that these niggas is the same niggas from last night. Donc il aperçoit des gens arriver avec des t-shirts BMF, des bannières BMF. Il savait pas du tout qui c'était. Mais il a vite su qui c'était. Après l'événement, ils ont pris leurs affaires, ils sont repartis à l'hôtel, et les gars les ont suivis. Et à la fin, ça s'est passé comme ça pour Jim Jones. Now it's about 40 niggas, and now mind you, in my brain I'm like, it looked like they had chainsaws, bats, all type of shit, brass knucks. So these niggas just start running, rushing certain people in the crew. And they ran past me, and they gave me the look like, yeah, nigga, what's up? Alors depuis, ça s'est arrangé, les gens s'entendent bien, mais à partir de ce moment-là, ils savaient qui était BMF. Il y a aussi l'anecdote beaucoup plus grave, celle de la mort d'Anthony Wolf Jones, l'ami proche et garde du corps de P. Diddy. Wolf croise sa petite amie qui se trouvait avec l'entourage de Big Meech. À partir de là, Wolf provoque les gars de BMF et Big Meech, ça part en sucette. Meech et son lieutenant s'interposent, ils veulent calmer l'affaire, et surtout que Wolf ne pouvait pas faire ça dans leur territoire. Finalement, Wolf se fait dégager du club, et c'est à l'extérieur du club que tout se passe. D'après ce qui se dit, Wolf était sur la voiture de Big Meech, une forme de manque de respect, et c'est à partir de là que les choses ont complètement dégénéré. Wolf et son meilleur ami sont mortellement blessés. Pour ce qui est de Big Meech, il sera touché à la fesse. Et lorsqu'il sera pris en charge par les urgences, et que la police lui demandera qu'est-ce qui s'est passé, il dira qu'il ne sait pas, et la preuve, il a reçu une balle sur sa fesse, donc il ne peut pas savoir qui lui a tiré dessus.
De là, il a réussi à s'en tirer, mais c'est aussi à partir de là qu'il a attiré l'attention du FBI qui a ouvert un dossier sur lui et que les gens ont réellement commencé à s'intéresser à lui. Et c'est justement après ça qu'il a mis juste au-dessus du club cette fameuse affiche « The World is BMF ». Pour information, ce club s'appelle Chaos. Ça porte bien son nom. Donc le fait qu'il ait mis quand même cette affiche juste au-dessus du club, ça veut quand même dire quelque chose. Alors comme je te l'ai dit, le FBI a ouvert un dossier sur lui et bien sûr il s'est fait tirer dessus, donc qui dit se faire tirer dessus dit affaire judiciaire. Et pour se sortir de cette affaire, il a fait appel à un avocat encore très dans l'actualité, je vais dire ça comme ça. Il s'appelle Drew Fidling. C'est l'avocat spécialiste des affaires brûlantes et parmi ses clients actuellement, il a YNW Melly, Kodak Black, NBA Youngboy ou encore Lil Durk. Comme quoi il a trouvé sa niche et depuis il s'est focus dessus. Alors le fait qu'un avocat prenne comme client un grand trafiquant de drogue et par la suite, plusieurs années plus tard, des rappeurs, montre à quel point ces deux mondes-là sont quand même bien emmêlés. Alors Dieu merci pas tous les rappeurs les gars, mais les rappeurs les plus sulfureux qui vous intéressent. Hein, parce qu'il y a plein de rappeurs très cool qui n'ont pas besoin de Drew Fidling. Qui dit trafic de D, dit blanchiment d'argent et très souvent, les trafiquants utilisent des entreprises pour leur permettre de passer sous les radars. Qui dit passer sous les radars, dit des entreprises, on va dire, relativement banales, telles que les laveries automatiques, des salons de manucure ou de petits restaurants. Des façades discrètes où l'argent sale peut être nettoyé sans attirer l'attention. Mais tu connais Mitch, c'est pas son style. Comme tu le sais, il aimait tout ce qui est flashy. Et quoi de plus flashy que l'industrie de l'entertainment? Et on refait le parallèle avec cette fameuse affiche BMF Entertainment qui est arrivée à peu près dans cette même période. C'est donc la filiale officielle censée représenter des artistes, produire des clips et organiser des événements. En apparence, c'est un label de musique, mais en réalité, c'est une vitrine pour le réseau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Big Meech n'a rien inventé et que le lien entre la rue et l'industrie de l'entertainment a toujours été étroit. Déjà depuis les années 40-50, les années Sinatra, le glamour sous surveillance. À son époque, ce n'est pas seulement la voix la plus célèbre du pays, c'est aussi un homme entouré. Et quand je dis entouré, je parle de mafieux, notamment Sam Giancana, j'écorche peut-être le nom, Lucky Luciano, Carlo Gambino. Alors certaines rumeurs disent que des parrains l'auraient aidé à décrocher des rôles, des postes à Hollywood, sachant qu'Hollywood a été aussi fondé par les mafieux. Je pourrais en faire une vidéo, ça peut être super intéressant. Je l'écris. Le FBI avait même ouvert un dossier sur lui à l'époque. Et dans les années 60-70, la mafia contrôle les clubs et les casinos de Las Vegas, les circuits de distribution de disques, certaines unions syndicales d'Hollywood, transport, tournage, etc. Ils investissent pour blanchir de l'argent, influencer la culture et gagner du respect social. Et à l'époque de Big Meech, c'était toujours le cas, et aujourd'hui, ça allait encore. C'est juste que les choses se sont un petit peu transformées. Ce n'est plus les mêmes acteurs, plus les mêmes communautés, mais c'est toujours plus ou moins la même chose. D'ailleurs, il y a toujours des gangsters en col blanc un peu partout. Enfin bref. Et Power, finalement, c'est la même histoire. Le club, etc., c'est la même chose. Et pour revenir à Big Meech, il voulait sa part de gloire. Il aimait la lumière, il adorait la musique, il passait sa journée à en écouter, c'était un vrai passionné. Et donc, il se disait qu'il pouvait lui aussi apporter sa pierre à l'édifice en quelque sorte. Certains disent même que s'il avait pu être rappeur ou grand producteur, il aurait fait sans hésiter. Mais la vérité, c'est qu'il n'a jamais vraiment été doué à ça. Alors, le seul rappeur officiel qu'il ait signé est Blue Da Vinci. Meech a vraiment balancé un maximum de sous sur lui. Il le faisait se pavaner avec des chaînes BMF, des t-shirts BMF. Il était BMF. Il le mettait dans les clips. Il avait même 2 singles avec Fabulous qui était à ce moment-là l'une des plus grandes stars du rap. Mais aucun de ces morceaux n'est jamais rentré en rotation. Il n'a jamais réussi à avoir un hit. Il avait un morceau avec Fabulous qui a fait un petit peu de bruit, mais c'est pas allé très loin. Alors Blue Da Vinci n'est jamais allé à la rencontre de son public. Et à mon avis, c'est à cause de BMF. Je m'explique. En général, lorsque tu parles à un artiste, il court après 2 choses. L'argent et la célébrité. Et dans le cas de Blue Da Vinci,
dès le début de sa carrière, il avait déjà ces deux choses-là. Il avait la notoriété, le respect et la force de BMF, tout Atlanta et globalement dans tous les États-Unis, et il avait l'argent. On était quand même en présence des plus grands trafiquants de drogue des États-Unis. Donc avec ces deux éléments-là, comment tu veux avoir la dalle d'aller en studio, d'enregistrer des morceaux et de raconter ton histoire, de raconter tes galères, qui tu es, etc. Sachant qu'en plus de ça, il avait déjà accès à des contacts, Fabulous et autres. Donc ça, à mon avis, ça a été un véritable problème. Pour moi, un artiste doit avoir la dalle. Il doit créer sa propre audience, créer sa propre notoriété dans la ville. Oui, il peut avoir des moyens autour de lui, mais avoir autant de moyens, ça peut être un véritable problème. Et aujourd'hui, c'est encore plus grave. Tu débarques dans le game aujourd'hui avec un maximum de moyens, tu fais les plus beaux clips, on va directement te qualifier d'industry plant. Donc il faut surtout pas faire ça. Et clairement, dans le cas de Blue Da Vinci, on l'a mis en face d'une Rolls-Royce, sachant qu'il ne savait pas la conduire. C'était beaucoup trop tôt, il aurait dû faire ses classes. Et donc à cause de ça, il n'a jamais pu aller très loin dans sa carrière musicale. Et d'ailleurs, c'est même pas une question de talent, hein. Je pense vraiment que c'est une question de cadre. Donc voilà mon avis. Et d'ailleurs, là, je parle un peu de stratégie, de business. Pour toutes les personnes qui souhaitent vivre de leur passion grâce aux réseaux sociaux et comprendre comment monétiser son contenu, j'organise une conférence en ligne le 4 novembre prochain à 20h où le sujet va être celui-ci. Pourquoi la création de contenu est l'avenir du marketing? Et quand je parle de la création de contenu, je parle de la création de contenu organique, donc sans publicité. On va décortiquer le sujet, je vais revenir sur des case studies de mes créateurs de contenu du programme Iconic. Donc ceux qui sont intéressés par le sujet, inscrivez-vous sur le formulaire qui se trouve dans la description et ici sur le QR code. Et bien sûr, je vais vous parler des produits d'Iconic Programme parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites, pas mal de réussites et j'ai hâte de vous les partager. On reprend la vidéo. Par contre, il y a eu un autre artiste affilié à BMF qui, lui, a eu un succès retentissant. Il a capitalisé sur l'influence du réseau et sur son talent pour exploser. Et il s'agit de Young Jeezy. Rythmé par les adlibs de DJ Drama, cette intro résonnera dans les clubs et les strip clubs les plus populaires d'Atlanta. Elle annonce une nouvelle ère, celle du bonhomme de neige. J'ai nommé Young Jeezy. Au moment où Young Jeezy fait son entrée dans le rap game, Atlanta est en pleine effervescence avec le crunk. C'est l'ère de Lil Jon, des Ying Yang Twins, de Bone Crusher, et à ce moment-là, Ludacris est toujours au sommet. La ville vibre au rythme des synthés agressifs. Mais lorsque Jeezy arrive dans le game, la température baisse considérablement. Le crunk, c'est l'énergie pure, la fête non-stop. C'est vraiment ce que tu vois dans les clubs et strip clubs d'Atlanta. La musique de Jeezy est certes festive, mais aussi elle est imprégnée de l'atmosphère de la rue, de cette envie de s'en sortir à tout prix. Moi, à titre personnel, j'appelle ça vraiment la hustle music. Moi, typiquement, c'est le rap que je préfère, hein. Tous les rappeurs qui parlent du rags to riches, le fait de s'en sortir, c'est les rappeurs avec lesquels j'ai grandi. C'est Nas, c'est Jay-Z, c'est Young Jeezy, c'est Rick Ross, ces genres d'artistes-là. Tu vois, 50 aussi d'ailleurs, hein, Get Rich or Die Trying. Comment tu démarres de rien et comment tu réussis à devenir putain de boss, tu vois ce que je veux dire? Nous, les trucs de juste s'entretuer là, tu te tues, juste vous êtes morts vous deux, c'est moi mon truc, moi j'aime les hustlers et c'est pour ça que j'aimais beaucoup la trappe de cette époque-là avec T.I. aussi, qui est d'ailleurs le créateur du mouvement, si tu ne le savais pas. Et avec Gucci Mane, ils deviennent les leaders de la trappe. Il faut dire que Jeezy avait déjà fait de l'argent avant de rapper. Donc, l'histoire qu'il est en train de nous raconter à travers sa musique colle totalement à la réalité d'un trappeur. Parce que trappeur, à la base, ça veut dire vendeur de drogue. Donc, quand il nous raconte cette histoire-là dans sa musique, c'est réaliste. Et c'est ça que les gens aimaient de base dans la musique d'un Young Jeezy. C'était pas un excellent rappeur au tout début de sa carrière, mais il avait une telle authenticité qui se ressentait dans la musique qui faisait que tout de suite il se démarquait. Et d'ailleurs, il se disait pas rappeur au début, il se disait motivational speaker pour la rue. Et quand tu écoutes Trap or Die, et en particulier cette intro, tu vas l'entendre. Tu vas entendre que c'est vraiment ça, il est là pour motiver les rues, il le disait comme ça, et d'ailleurs c'est souvent ce qui est repris par des rappeurs ici et là, on est là pour motiver nos rues, je crois que c'est The King qui le dit souvent, d'ailleurs big up à lui. Ce truc là, ça vient de Jeezy, tu vois, il a toujours eu un côté politicien, et ça j'ai toujours kiffé, il a vraiment une posture très intéressante, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a connu un succès monstre. D'ailleurs comme vous le savez sûrement, j'étais à Atlanta au mois de septembre, j'ai fait pas mal de clubs et de strip clubs, et j'étais
choqué à quel point la musique de Jeezy tourne encore un peu partout. C'est-à-dire que je me disais qu'à Atlanta, forcément, on est sur place parce que Jeezy, il a eu un succès, on va dire, national. Donc je me disais qu'à Atlanta, on allait surtout entendre du Gucci Mane, voilà. Mais en fait, pas du tout. J'ai pas du tout écouté du Gucci. Il n'y a jamais eu du Gucci quand j'y étais. Par contre, ils ont passé facilement 4-5 sons de Young Jeezy que je kiffe à mort. Il y a un morceau qui s'appelle All There, là, avec Bankroll Fresh. C'est vraiment l'un de mes sons préférés. Bref, vous verrez ces moments-là dans le vlog documentaire qui va sortir dans le mois de novembre. Mais voilà, tout ça pour dire que Young Jeezy, c'est la trappe en personne. D'ailleurs, lorsque la carrière de Young Jeezy commence à bouger dans le bon sens, T.I. va aller à son rencontre pour lui dire « Hey, tu sais que tu ne peux pas faire les deux, rapper et être dans la rue ». Et c'est de là que Young Jeezy va d'ailleurs faire le choix de complètement arrêter ses activités. Alors il sort sa première mixtape, Street is Watching, avec le morceau Over Here, qui devient un véritable hymne pour les strip clubs, hein, l'un des morceaux que je préfère de lui. Il intègre aussi le groupe Boys in the Hood et signe chez Bad Boy Records de Diddy. À ce moment-là, Diddy adorait les boys band, donc il en avait créé un où il a intégré Young Jeezy dedans. Ils avaient sorti cet excellent single nommé Them Boys que j'aimais beaucoup aussi. Et dans le même temps, il était convoité par Def Jam qui souhaitait, eux, le signer comme artiste solo. Contre toute attente, il réussit l'exploit de signer à la fois chez Bad Boy avec Boys in the Hood et en artiste solo chez Def Jam. Incroyable, c'est vraiment le prospect qui était convoité de tous et il a signé avec les deux et ça a été un véritable carton pour Def Jam. Mais alors là, tu peux me demander, Big Meech dans tout ça, il intervient où? C'est Blue Da Vinci qui va présenter Young Jeezy à Big Meech. Meech était déjà fan de sa musique car il incarnait parfaitement la mentalité BMF et c'est comme ça qu'ils deviennent des amis proches. Me and Meech was like you two. Right. You know what I mean? And I had my crew. It was like if you cool with Nori, right, and all of us cool with Nori, then right, you cool with them. But like me and Meech was really like that though. Right. Me, Meech and J-Bo, like them with my guys. Jeezy profite de toute la lumière, la réputation et du réseau de BMF pour développer sa carrière. L'affiliation à BMF lui donne une crédibilité street et une aura intouchable. Donc t'as un mec qui a véritablement la dalle, qui a créé son propre réseau, sa propre économie, qui veut percer dans l'industrie musicale, qui rencontre ensuite les bonnes personnes qui sont déjà bien installées. Bah forcément, lorsque les deux se rencontrent et qui se mettent à rouler ensemble, forcément ça a beaucoup aidé. En plus de ça, Meech, qui est hyper généreux et qui adore ses gars, n'hésite pas à payer les DJ pour qu'ils jouent la musique de Young Jeezy à balle. 2 Chainz said that he was at Magic City one night and Big Meech paid the DJ at the club to play Jeezy featuring Bun B, Money Over Here 7 times in a row. Back, I really believe that that's how everybody caught a vibe with him. He, you know, got the attention of Puff, Coach K, all of us was, you know, back then it was together and he just took off from there. And DJ Nando, who was he was like one of the biggest strip club DJs at that time. The way he would play the whole album, like literally from top to bottom. and he'd do it on the nights when everybody was out. So by the time, nigga, that summer was over, it was, you couldn't go anywhere and not hear Jeezy. Et d'ailleurs, c'est même Big Meech qui va présenter Young Jeezy à Akon. He was a really, really good friend of mine. Okay. And he said, listen, Khan, I got this artist, man. I need your help on it. I promise you, man, I'm gonna look out for you. However you need me, I got you. I said, man, bro, just bring him too. Right. He brought him by the studio. Yeah. And Jeezy, at the time, was so raw. Right. I was like, bro, this kid, I don't know where you found him, but he's out of here. Right. Like, he's out of here. Right. Ce qui va donner ensuite le fameux morceau Soul Survivor, qui va être son premier gros hit national. I did a record, which was Soul Survivor. Sent it to Jeezy. As soon as he heard it, he's like, oh, bro, this is it. This is it. Yeah, this is it. If you're looking for me, I'll be on the block with my thing, possibly sitting on a track now. D'ailleurs, tu verras que Meech fait une apparition furtive dans le clip. Je me suis rematé le clip à un moment donné. Cameron, il fait une apparition dans le clip. Attendez, on va regarder ça là ensemble. Comment il fait son entrée, Cameron là. Gros, j'étais saucé. Ah, kill là. Quand il descend comme ça là. Quand j'étais petit peu, je me disais c'est exactement comme ça qu'il faut que je débarque au lycée, frère. Vous êtes là, vous blaguez tout ça là. Aujourd'hui, vous avez pas de flow. Je parle comme un boomer. Non, allez mater le clip. Vous allez voir, c'est des clips très produits de l'époque, faits pour la télé. Parce qu'aujourd'hui, les clips sont beaucoup plus simples.
parce qu'ils sont sur internet et tout, mais à l'époque, les clips vraiment faits pour la télé étaient produits vraiment avec beaucoup d'efforts. Alors je dis pas que tous les clips aujourd'hui ne sont pas produits comme ça, parce que la production aujourd'hui peut être beaucoup plus grosse, mais dans les clips de rap, tu connais, c'est beaucoup plus simple. Et donc ensuite, lorsqu'il sort son premier album, Thug Motivation 101, tu as même le nom Thug Motivation 101, donc il va te donner un cours de motivation de Thug. Ça c'est vraiment, voilà, c'est Young Jeezy. Ça a été un carton plein, disque de platine, carton national. C'est vraiment l'album qui a mis la trappe sur la map avec T.I., tu vois. Vraiment, à cette époque-là, c'était les deux qui étaient vraiment les fervents représentants nationalement de la trappe. Et il y a aussi donc Gucci Mane dans cette histoire. Alors, je parle de Young Jeezy, forcément, je vais vous parler de Gucci Mane. Et Gucci était aussi proche de BMF, en particulier de Blue Da Vinci, qui était déjà connecté à lui avant d'être connecté à Young Jeezy. Gucci était déjà très connu dans Atlanta, c'était un hustler, un mec de la street, et il faisait du rap. Les deux roulaient ensemble, ils se voyaient dans les clubs, etc. Donc Gucci, c'était quelqu'un de connu et quelqu'un de très menaçant dans la ville d'Atlanta. Et il voulait intégrer BMF. Sauf que Mitch n'a jamais accepté. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il a pour règle de ne pas accepter les racketteurs dans BMF. It's just like Blue Da Vinci. Boy, I wanted to be BMF so bad back in the day. I'm gonna be real. Guess what J-Boy Mitch told me? Yeah, we gotta get you, man. Too gangster. Keep the scrap. Yo, the nigga Blue said, man. Yeah, I be robbing too much, but we fuck with you. Meech was saying, nah, we ain't with Gucci. Nah, it wasn't like that. Meech just had a precedent set for BMF, and that precedent was we ain't robbing nothing. And we ain't adding on robbers. Because we don't want people to think that we taking nothing from nobody. We get into the money for real and sharing it, earning it, we hustling. D'ailleurs, Mitch lui avait proposé d'acheter le morceau So Icy. Tu sais, c'est le fameux morceau qui est à la base de l'embrouille entre lui et Young Jeezy. Son plan était d'ajouter Blue Da Vinci dessus et de le sortir sur le label BMF Entertainment. Mais Gucci lui a demandé 100 000 $ pour le morceau. Mitch l'a regardé et a dit, t'es sérieux toi? Vas-y là. Et le morceau n'est jamais sorti chez BMF. Ça aurait été le morceau légendaire du label. I was gonna buy the record for me. So it was gonna be me, Jeezy, and Gucci. But then Gucci asked Meech for 100,000, so Meech laughed and shit. Like, niggas, you fucking crazy. I ain't get no motherfucking 100,000 for no stupid ass song, nigga. You crazy as fuck. En 2005, après des années d'enquête, la DEA et le FBI mettent fin aux activités de BMF. L'enquête nommée Operation Motor City Project, en référence à la ville de Détroit, parce que Mitch et son frère sont originaires de là-bas. BMF vient de Détroit. Cette opération mène à l'arrestation de plus de 150 membres de l'organisation, donc Big Mitch lui-même, son frère Southwest T, et malgré une défense acharnée, ils seront condamnés en 2008 à 30 ans de prison fédérale. À partir de là, l'empire BMF s'est effondré. Et donc les rappeurs qui étaient dans le label ou qui étaient plus ou moins proches de BMF, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors tout d'abord, Young Jeezy. Il a continué son ascension. Après Thug Motivation 101, ses 3 prochains albums seront disques de platine. Thug Motivation 102, The Recession, il fera Pull-On avec Kanye West, bref, il fera plein de projets. D'ailleurs, je vous invite à écouter ses 4 premiers projets, je dirais même ses 5 premiers projets, ils sont vraiment très bons. Alors d'après ce que j'ai vu, il est resté en contact avec Big Mitch pendant quelques années, mais il n'a plus du tout communiqué sur son affiliation, son amitié avec l'organisation. Il lui est arrivé de citer J-Bo, le bras droit de Mitch, dans un morceau comme pour rendre hommage à leur amitié, parce que les deux étaient toujours en bons termes. Et depuis la sortie de prison de Mitch et son frère, il y a quelques années, des bruits de couloir disent que Young Jeezy leur devrait de l'argent ou du moins une sorte d'impôt pour soutenir la famille depuis qu'ils sont sortis de prison. Ce à quoi Young Jeezy a été clair, il ne leur doit rien. Et ça, il l'a dit en interview. Because there was people putting out narratives as if I owed them. Oh, I don't owe them anything. Et en morceaux. Et pour ce qui est de Blue Da Vinci, sa carrière est restée au point mort. L'artiste le plus cher de BMF n'a jamais vraiment décollé. À mon avis, pour les raisons que je t'ai évoquées. Après, je connais pas son histoire, il doit sûrement y avoir plusieurs autres raisons. Blue Da Vinci a été aussi en prison avec le reste de l'organisation et après ça, plus grand chose musicalement parlant. Il a sorti une mixtape en 2006 nommée The World is BMF, exactement comme ce qui était sur le panneau d'affichage, mais malheureusement pour lui,
lui, ça n'a jamais donné grand-chose en termes de succès. Et comme tu le sais, Big Meech est sorti de prison depuis l'année dernière. Mais depuis cette sortie, la mystique autour de lui a été esquintée à cause des rumeurs persistantes selon lesquelles il aurait coopéré avec la police pour obtenir une réduction de peine. Donc clairement, d'après 50 et d'autres, il aurait snitch. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, je t'invite à aller la voir. Et depuis cette affaire, comme je l'ai dit, la mystique a été clairement esquintée. À voir ce qui va se faire dans les mois et les années futures. En fin de compte, BMF a échoué en tant que label de musique, mais ça a été une machine à promotion. Parce que clairement, le fait que Jeezy ait pu faire un featuring avec Akon, qu'il ait pu être promu comme ça dans les clubs à Atlanta, on peut dire que c'était une véritable agence de promotion. On peut dire que BMF, c'était des RP en quelque sorte. Des RP de la street. En utilisant le rap, Big Meech a réussi à transformer l'argent sale en pouvoir culturel, son empire de la drogue en légende du hip-hop. Il a donné aux rappeurs comme Young Jeezy la crédibilité, le buzz d'une organisation qu'ils ne pouvaient pas se construire seuls. Aujourd'hui, il existe la série télévisée basée sur leur histoire. Crois-le ou non, j'ai jamais regardé un épisode. Il faut que je regarde. Pour être honnête, j'ai pas le temps, donc c'est chaud. Il faut vraiment que je regarde The Wire et BMF. Ouais, j'ai pas regardé The Wire. Comme quoi, je connais pas tous les gars. Pour conclure, j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que si Meech avait été discret, est-ce que l'empire BMF, l'organisation criminelle je veux dire, aurait tenu plus longtemps? Et aussi, est-ce que vous pensez que Young Jeezy aurait pu connaître la carrière qu'il a connue sans le push de Meech? Si tu veux mon avis, impossible. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum cette vidéo. Merci à vous de me soutenir et d'être là. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, en particulier sur notre compte Instagram Iconic. Alors on fait un truc super cool en ce moment, c'est qu'en plus de vous proposer l'actualité, de vous la donner et d'échanger avec vous, à la fin de chaque carrousel, on vous propose un produit en affiliation. C'est des promotions, d'accord? Vous allez avoir des sneakers, vous allez avoir des paires Nike, Adidas, Vans, vous allez avoir des tenues, vous allez avoir aussi de l'électronique high-tech et autres. On a fait en sorte de mettre à chaque fois des promotions pour que vous fassiez plaisir. Il vous suffit de commenter lien et vous recevrez la promo directement en DM. Suivez-moi aussi sur mon compte perso, j'ai posté des nouvelles photos. Une photo où je montre les derniers rayons de soleil, je faisais le mec frais. J'ai aussi ces quelques photos quand j'étais à New York en mode frais. Donc j'essaie de poster un maximum de contenu et aussi j'agrège un peu tous les contenus que je fais à gauche à droite, que ce soit sur Sikeo ou aussi sur Iconic Programme. Et pour finir, inscrivez-vous sur la newsletter si vous voulez être tenu au courant de toutes les actualités des vidéos business, de toutes les analyses qu'on fait, de tous les succès qu'on a avec nos créateurs de contenu qu'on accompagne, d'accord? Ça se passe là-bas. Pour les personnes qui veulent bâtir leur communauté sur les réseaux sociaux et développer leur business grâce au contenu, on a la conférence en ligne du 4 novembre prochain à 20 h où je vais vous expliquer pourquoi la création de contenu est l'avenir du marketing. C'est très important, surtout à l'ère de l'IA, de maîtriser la création de contenu quand on fait du marketing parce que c'est vers là où on va. Maîtriser le contenu, les centres d'intérêt, c'est central pour pouvoir vendre ensuite un produit. Le lien est en dessous. Je vais vous donner beaucoup d'informations, d'accord? Je vais vous partager mon expertise et je vais vous présenter bien sûr les produits d'Iconic Programme qui sont en train de cartonner. J'en suis très heureux. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Je vais être plus régulier. Désolé, ces 2 dernières semaines, c'était un peu compliqué. Mais on revient très fort. C'était Major d'Iconic pour vous servir. Cheers!